le forum du studio Kalamgou, 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 le forum du studio Kalamgou. Bonsoir et bienvenue à tous au forum de la presse du studio Kalangu de ce vendredi 6 novembre 2020. Votre rendez-vous hebdomadaire qui vous permet de mieux comprendre l'actualité de la semaine. Cette semaine, les sujets ayant marqué l'actualité et qui ont retenu notre attention sont le début le lundi 2 novembre 2020 de l'évaluation des enseignants du secondaire CREI en main de l'ensemble du Niger. L'entrée en vigueur à compter du 1er novembre 2020 des tarifs officiels fixés pour la vente des bouteilles de gaz pétrole liquéfié au niveau des différents points de vente de l'ensemble du pays. Le rendez-vous dit grande rencontre citoyenne qui s'est déroulé entre le Premier ministre Brigitte Raffini, représentant du président de la République et la jeunesse le mercredi 4 novembre dernier. Et enfin, nous aborderons la situation socio-politique actuelle en Côte d'Ivoire où l'opposition politique de ce pays proteste vigoureusement contre l'annonce mardi dernier de la réélection d'Alassane Ouattara avec 94,27% des suffrages selon les résultats provisoires de la commission électorale ivoirienne. Cette opposition politique de la Côte d'Ivoire a d'ailleurs décidé de la création d'un Conseil national de transition, estimant que le mandat d'Alassane Ouattara a pris fin à la date du 31 octobre 2020, le jour même donc du scrutin présidentiel. Pour analyser ces différentes informations, nous recevons nos confrères Maïmouna Diado, journaliste indépendante. Maïmouna Diado, bonsoir. Bonsoir Michel. Garé Amadou, journaliste au quotidien La Nation. Garé Amadou, bonsoir. Bonsoir. Et Hussein Issa, il est également journaliste indépendant. Hussein, bonsoir. Bonsoir. À la présentation de ce forum, Michel Deji. Commençons par notre premier sujet. Il s'agit du début, le lundi 2 novembre dernier, de l'évaluation des enseignants du secondaire CREI en mai. Cette évaluation va concerner toutes les 8 régions du Niger. À Zander, par exemple, ce sont à peu près 2150 enseignants qui seront évalués par 86 évaluateurs avant le 24 novembre prochain, a expliqué le directeur général des formations, examens et concours du ministère des enseignements secondaires et coordinateur de l'évaluation au titre de la région de Zander, Dr Amadou Abdou Ali, au micro de Studio Kalangu. Dans la région de Tawa, ce sont près de 2500 enseignants créamais qui sont concernés par cette évaluation. Hussein Issa, quels sont les enjeux d'une telle évaluation? Bon, mais Michel, moi je pense que évaluation par qui? D'abord, par qui? C'est bien beau. Après avoir détruit le secteur de l'enseignement, en créant les conditions où, au lieu de recruter des enseignants qui vont suivre une formation, permanente, on a préféré se rabattre pendant des années sur le système de contractualisation, où c'était devenu un fourre-tout à un moment, où n'importe qui a un diplôme quelque part, il considère qu'il peut aller enseigner. Voilà comment on s'est retrouvé dans cette situation. Aujourd'hui, on va évaluer pour trouver qui est capable d'enseigner. Parce qu'on a dévalué la profession d'enseignant dans ce pays à telle enseigne que je vois mal comment une évaluation comme ça, ponctuelle, peut permettre de redresser la barre. À l'époque, l'enseignant, ce n'était pas n'importe qui. L'enseignant, c'était quelqu'un qui est d'abord valable, qui était compétitif à l'école, les diplômes qu'il a gagnés. On n'envoyait pas n'importe qui au niveau de l'enseignement.
On va évaluer pour dire quoi? On a vu l'évaluation au niveau comment vais-je dire, au niveau du primaire. On a vu ce que ça a donné. Ça a donné quoi? Comment peut-on chercher à rattraper aujourd'hui? Peut-être on va faire l'évaluation, on va mettre tout ce beau monde là dehors. Mais qui va tenir les classes? C'est la question qu'il faut se poser. C'est bien beau de venir dire, nous allons évaluer. Mais il fallait dès le départ. Au Sénégal, on a commencé depuis les systèmes là qu'on est en train d'appliquer. Au Sénégal, ça a été appliqué. Quand ils ont vu que c'était un mauvais système, ils ont abandonné depuis longtemps. Aujourd'hui, on s'est installé dedans. On a considéré qu'on paye des enseignants à moins de coûts. Alors, on veut un enseignement de qualité ou pas? Les résultats, c'est quoi? Ces gens qui sont déversés sur le marché du travail, quand souvent on les évalue, est-ce qu'ils ont le niveau? Ils n'ont pas le niveau. Parce que tout simplement, ils ont un enseignement. D'abord que le système même a été abandonné, mais voilà que même les enseignants, parce qu'un enseignant soucieux de ce qu'il est en train de transmettre comme savoir, il doit veiller à ce qu'il transmet et il fait l'effort maximum pour transmettre les connaissances aux enfants qu'il enseigne. On a créé une situation et on dit non, on va évaluer pour chercher quoi. On a connu ça lorsqu'il y a eu l'évaluation. Oui, on a vu ça. Ça a donné quoi? C'était en 2017. Ça a donné quoi? Ça n'a pas empêché qu'on continue à recruter des gens qui n'ont aucun diplôme ou qui sont à la limite, ils sont là, ils ont juste qui ne méritent même pas des diplômes qui ont été achetés. Ils sont reversés dans l'enseignement. Ils ont comment on appelle ça, contractuel. Et ça continue. Ça continue. L'enseignement, on ne doit pas badiner avec dans un pays qui veut se développer. C'est comme la santé. Parce que blaguer avec ces deux secteurs, c'est blaguer avec le développement du pays. C'est des gens, il y a de l'argent peut-être qu'on a donné, des gens vont bouffer et puis c'est tout. Maïmoun Diado, quelles sont les mesures qui doivent être prises pour que cette évaluation soit à la hauteur des attentes en termes de besoins d'enseignants de qualité dans l'enseignement du secondaire au Niger? Il faut vérifier, respecter l'évaluation pour que ceux qui méritent d'être retenus ce sont ces gens-là qui doivent être retenus. Ceux qui n'ont pas la capacité, vraiment, c'est de leur dire que vraiment vous n'avez pas la capacité. C'est l'évaluation qui l'a démontré. Donc, maintenant, ce qu'il faut craindre aussi, ceux qui ne sont pas retenus, comment est-ce qu'aujourd'hui l'État va faire pour compenser les enseignants qui ne seront pas retenus pour faute d'évaluation? C'est ça aussi. Quand par exemple on regarde dans une localité, s'il y a par exemple 10 enseignants à évaluer et que parmi les 10 enseignants là, on se retrouve avec peut-être 4 enseignants qui ont pu être véritablement évalués et qui correspondent véritablement à ce que les attentes donc, du ministère, comment est-ce que les 6 autres peuvent être remplacés à ce niveau? C'est ça aussi les inquiétudes qu'il faut regarder. Et j'aurais bien voulu également que peut-être l'évaluation se fasse bien avant la rentrée, la reprise des cours. C'est justement, certains disent que c'est justement difficile d'avoir les enseignants au niveau de leur lieu de travail alors même que les élèves ne viennent pas à l'école. Mais quand ils ont fait l'évaluation en 2017, ils n'ont pas tenu compte de la rentrée, je suppose, pour faire l'évaluation en 2017. La même procédure pouvait se faire avec les enseignants secondaires. Gaga Modou, Maïmoun Diado soutient qu'il faut une évaluation de qualité. Il ne faudrait pas qu'il y ait des imperfections par rapport à l'organisation. Mais l'organisation de cette évaluation, est-ce que vous pensez que l'évaluation en tant que telle suffit pour remédier aux problèmes de l'éducation que nous avons au niveau du secondaire au Niger? En tout cas, la question, Michel, c'est de savoir est-ce qu'il faut faire quelque chose ou il faut s'arrêter et puis continuer à constater le dégât. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut forcément commencer par quelque chose. Et l'évaluation, vous pensez que c'est déjà quelque chose? Non, c'est un début, c'est extrêmement important. Vous savez, l'évaluation qu'on a faite au niveau de l'école primaire, c'est vrai, elle a permis quand même de nettoyer l'école en tout cas, l'école primaire de beaucoup d'enseignants qui ne parlaient même pas français. C'est-à-dire qui ne pouvaient même pas expliquer à un enfant, qui ne pouvaient même pas écrire leur nom des enseignants. Est-ce que vous comprenez? Donc,
Mais effectivement, dans le cadre de ce processus-là, d'autres enseignants qui étaient bons ont été radiés, recalés, pas parce que, alors qu'ils sont bons en classe. Ceux qui reposent la question, le système d'évaluation, je l'ai toujours dit, pour moi, je considère que ce n'est pas en faisant des épreuves de mathématiques à un enseignant ou en faisant... Non. Ce n'est pas comme ça qu'on l'évalue. Évaluez-le en classe pendant qu'il fait cours. Je crois que les inspecteurs de l'enseignement le font toujours. C'est-à-dire venir en classe, noter un enseignant quand il est en train de faire ses épreuves, un enseignant de français, essayer de le noter. Oui, dans la pratique. C'est comme ça qu'il faut évaluer. Mais les épreuves, si vous les soumettez à des épreuves, c'est un peu de la tombola. Et ce n'est pas très efficace. Donc, je pense qu'il faut revoir le système de l'évaluation. Et pour cette évaluation du secondaire, la question que l'on doit se poser, quel est l'objectif? Est-ce que ceux qui n'auront pas le niveau, ils seront radiés comme on l'a fait pour l'école primaire, ou bien ceux-là, comme c'est le lycée, parce qu'on considère que quand tu es au lycée, c'est que déjà tu as au minimum le brevet. Quand tu es au lycée, tu as le bac, vous comprenez? Quand tu es au collège, tu as un bon niveau. Ça m'étonnerait que ça soit la même procédure, c'est-à-dire la radiation. Est-ce que ces enseignants-là, ils vont être recyclés ou qu'est-ce qui va se passer? Tout ça, là, il faut faire une communication pour expliquer l'objectif de l'enseignement des enseignants du second degré. Il faut le faire pour que les gens puissent comprendre. Parce que ça m'étonnerait qu'on puisse faire la même chose, c'est-à-dire dire que, bon, oui, on a fait une épreuve de maths, tu n'as pas eu la moyenne, donc toi, non, c'est un peu superflu, je trouve. Le ministère soutient actuellement l'hypothèse du suivi de ces enseignants afin qu'ils puissent mieux enseigner. Quelles sont les autres solutions que les autorités en charge de l'éducation doivent apporter au système alors afin de le rendre plus performant, ce système éducatif nigérien? Oui, je pense que, vous savez, quand des mesures comme ça sont prises, ce n'est pas pour que les résultats, en tout cas, se ressentent dans l'immédiat. Je veux dire par là, l'enseignement de l'école primaire qui a été enclenché, par exemple, par le ministère de l'Éducation nationale, c'est pour que dans 10 ans, qu'on puisse voir les résultats. C'est-à-dire, arriver à avoir un élève, quand il arrive au collège, il sait très bien s'exprimer, il sait très bien écrire son nom, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc, l'évaluation des enseignants du secondaire va permettre d'avoir des élèves qui, quand ils vont arriver à l'université, vraiment, ce sont des élèves dont on sera fier. Ce n'est pas ce qu'on voit en ce moment. Parce que vous allez voir un étudiant à l'université, il ne peut même pas vous faire une phrase sujet, verbe, complément. C'est lamentable. Et ça, c'est le fruit de l'enseignement au rabais qu'il avait eu depuis l'école primaire, qui a continué au collège, comme l'a dit Hussein, parfois des enseignants qui ne sont pas de bonne qualité, mais c'est la faute justement au système qui a continué à faire la contractualisation. C'est l'éducation au rabais. C'est ce qui a amené à avoir un étudiant qui, quand il s'exprime, vous avez honte. Vous comprenez? Donc, je pense que ce que l'État peut faire, c'est vraiment ces enseignants-là qui vont être évalués, ceux dont on constatera le niveau, qu'on constatera que le niveau est un peu très bas, eh bien, de renforcer leur capacité. Pourquoi pas de les renvoyer dans des écoles où ils vont renforcer leur capacité et puis revenir dans l'enseignement. Je pense que c'est ça la seule solution que l'on peut avoir. Mais je sais que ces mesures-là, elles vont faire beaucoup de malheureux. Mais dans 10 ans, on se rendra compte que ces mesures-là qui ont été prises ont permis d'avoir un élève, un collégien de qualité et un universitaire de qualité. Dans 10 ans, nous allons le constater à travers ceux qui vont acquérir en tout cas des enseignements au niveau de l'enseignement supérieur et du secondaire. Hussein Issa, d'autres solutions que le gouvernement peut envisager par rapport au système éducatif nigérien? Tu sais, Michel, moi je pense que c'est des faux fuyants. Moi, je connais l'enseignement de qualité. J'ai été enseigné par des gens qui sont plus de ce monde, comme M. Bada, qui sont tellement rigoureux que toi, l'élève. On a démantelé le système éducatif dans ce pays. On a voulu massifier. On a mis au devant la massification. Aujourd'hui, on a recruté. Et il y a eu l'alerte qui a été lancée depuis des années. Il faut arrêter ce système-là. Ce n'est pas un système viable. Dans un système éducatif, ce n'est pas viable. Que préconisez-vous alors? À l'époque, c'était des inspecteurs qui venaient dans les classes, des conseils pédagogiques. Pendant que l'enseignant, il est là en train de gronder les élèves. Le conseiller pédagogique ou l'inspecteur aussi est là pour voir comment il se comporte dans la classe. Quelle est sa tenue de la classe? À l'époque, en tant qu'enseignant, tu étais obligé d'être rigoureux. Mais on a créé une situation où on a pris n'importe qui, on a mis dans l'enseignement. Vendeuse de beignets.
On a pris, on a recruté. Parce mais que faire après tout ça, justement, que faire face à cet état de fait? C'est pas le système. C'est pas le système. Le système, on a faussé. Parce qu'on a créé une situation où on a dit, bon, on a massifié. On a massifié, il fallait avoir le maximum d'enseignants pour tenir les classes. Aujourd'hui, on va faire l'évaluation au niveau des collèges. On va mettre des gens dehors. Mais ces classes-là, ils vont être tenues par qui? Elles vont être tenues par qui? Elles vont être tenues par qui? Mais l'alternative qu'il faut à ce niveau, c'est quoi? L'alternative, l'enseignant qui est déjà sur le terrain, en plein milieu d'année scolaire, est-ce qu'on peut lui dire, vas-y à l'école? Les élèves sont là, ils vont t'attendre. C'est notre coup pour les gars. Mais alors, où est-ce qu'on va trouver des enseignants capables de les remplacer? Justement, c'est alors, ici, c'est de nous dire alors quel est votre avis, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire par rapport à ça? Regarde, quel avis? Attends, il faut arrêter. On ne badine pas avec ces choses-là. Tout ce beau monde-là qui est en haut, c'est parce qu'ils ont bénéficié d'un enseignement de qualité qui sont là-bas. Ils sont compétitifs. Aujourd'hui, tu prends les gens, sur le plan même sous-régional, ils ne sont pas compétitifs. Parce que le niveau d'instruction à l'université, regarde comment ça a baissé. Gary vient de le dire. Ça a baissé drastiquement, le niveau a baissé. Où les gens, ils sont là. Mais tu n'as même pas l'impression, à l'époque, un étudiant, il peut te tenir un discours sans support, il peut te tenir un discours pendant 1 heure de temps. Aujourd'hui, c'est difficile. Merci beaucoup. Alors, quelle piste de solution le gouvernement peut envisager en dehors de cet aspect évaluation des enseignants? En dehors de l'évaluation des enseignants, moi je ne vois pas si ce n'est pas mettre fin à la contractualisation comme tout le monde l'a dit. Et ça serait très difficile. Et ça nécessite des moyens colossaux. Voilà. Donc, et ça serait très difficile. Parce que, en fait, avant, c'est vrai, il y avait l'enseignement de qualité. Mais depuis lors où ça a été privatisé, l'école a été privatisée, donc on a commencé à avoir un peu de recul par rapport justement. Quand vous dites l'école a été privatisée, quand je dis l'école ça veut dire qu'il y a eu des écoles privées. Oui, il y a eu des écoles, la création des écoles privées. Voilà, et aujourd'hui, on fait face à cette situation. Parce qu'avant, les écoles privées étaient là pour des enfants qui, peut-être, qui ne savaient rien, qui ne connaissaient rien. Des enfants qui ont perdu, donc... qui avaient été exclus de l'école publique, système normal. Mais aujourd'hui, en faveur donc, du système, quand vous regardez, les écoles publiques sont abandonnées. Bien sûr. En faveur des écoles privées. Ça veut dire qu'on met plus les moyens au niveau des écoles privées que les écoles publiques. Mais ça, ce n'est pas l'État qui le fait. Non, j'arrive. Vous savez pourquoi des entreprises privées. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que la majorité, quand on regarde de l'État, de ceux qui forment le gouvernement aujourd'hui, ont quand même des actions dans ces écoles privées. Quand vous regardez également, le système éducatif national a perdu la qualité de l'enseignement depuis les années 90. Depuis le bouleversement du 9 février 90. Donc, quand on regarde, le système éducatif ne partait qu'en régression. Ça veut dire que la démocratie n'a pas favorisé l'éducation de qualité. Parce qu'aujourd'hui, comme l'a dit Husseini, une vendeuse, je m'excuse, c'est pas parce que c'est une vendeuse de Tchétchène ou bien c'est... Mais je me dis qu'aujourd'hui, c'est plus facile d'être enseignant. C'est plus facile d'intégrer le système éducatif aujourd'hui au Niger. Ce n'était pas le cas. C'était pas le cas avant. Il y a quelques décennies. Parce qu'aujourd'hui, avec ton diplôme de BEPC, il suffit d'avoir le diplôme de BEPC et tu te vois tout de suite enseignant. Alors que dans les années antérieures, ce n'était pas comme ça. Tu peux avoir ton diplôme de BEPC, mais tu vas suivre tout de suite la formation au niveau des écoles normales pour pouvoir être aujourd'hui enseignant. Tu sortais avec ton matricule en main. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, tu finis, tu es dans le système, tu restes contractuel. Et les contractuels aujourd'hui aussi ont reconnu que ceux qui devraient faire le travail, ce sont les contractuels qui sont en train de dispenser, qui sont en train de faire le travail, au dépens de ceux qui aujourd'hui détiennent les matricules. Donc ça aussi, c'est un autre problème. Parce que celui qui voit qu'il est contractuel et qu'il fait le travail de celui qui devrait faire le travail à sa place, parce que lui, il est venu comme pour aider, seconder, comme je dis. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'éducation est abandonnée par ces mêmes enseignants. Il n'y a pas de suivi. Comme faisait avant le système des conseillers de pédagogie. Oui. Qui venaient dans la classe. Ils venaient dans la classe sans informer
sans prévenir. Tu vas voir un conseiller pédagogique qui est là, assis dans ta classe et qui t'attend. Et qui dispense. Vous soutenez qu'il faut donc l'évaluation, mais il faut aussi mettre fin à la contractualisation des enseignants au niveau du secondaire. Dans le système Garez de un mot contractualisation, pour tourner cette page. Oui, ce que je voulais dire, c'est que franchement, il faut saluer le fait que quand même les autorités ont compris qu'il fallait faire quelque chose. Vous savez, entre l'évaluation du primaire et l'évaluation du secondaire, c'était la question, faut-il laisser les choses à l'État ou faut-il faire quelque chose? Et je pense que les autorités ont décidé qu'il faut faire quelque chose. Maintenant, j'ai dit en conclusion que les résultats, peut-être, on va les avoir après. C'est mieux de faire quelque chose que de ne rien faire. La situation est pourrie, c'est vrai, mais mieux vaut faire quelque chose. Abordons à présent l'entrée en vigueur depuis le 1er novembre 2020 des tarifs officiels fixés pour la vente des bouteilles de gaz pétrole liquéfié au niveau des différents points de vente partout au Niger. L'autorité de régulation du secteur de l'énergie a annoncé qu'elle veillera désormais à partir de la date du 1er novembre au respect strict de ces tarifs qui sont actuellement de 900 francs CFA pour les bouteilles de 3 kg, 1800 francs CFA au lieu de 2500 francs CFA pour celles de 6 kg et 3750 francs CFA au lieu de 5000 francs CFA pour les bouteilles de 12,5 kg. Maïmoun Diado, comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Moi, j'étais vraiment contente. Parce que je me suis dit, enfin, on peut nous vaquer à nos occupations en ayant le gaz à notre disposition. Ça veut dire que la disponibilité, c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes, il te faut débourser 5 000 francs pour chercher le gaz de 12 kg 500, alors qu'on savait tous que c'était à moins de 5 000. C'était 3 750 depuis le départ. Mais on se retrouve aujourd'hui avec des vendeurs qui vendent le gaz à 5 000 francs. 5 000 francs. Tu n'as pas le droit de négocier. Tu n'as pas le droit de négocier. Tu ne peux qu'acheter la bouteille à 5 000. Mais moi, je me dis que c'est un ouf de soulagement. Mais un ouf de soulagement parce que je ne suis pas la seule quand même qui se trouve dans cette situation. Aujourd'hui, quand on regarde, la société nigérienne, quand on regarde la population nigérienne, mais pour quelqu'un qui doit débourser chaque fin du mois ou dans le mois 2 fois de suite 5 000 francs, donc ça revient à 10 000 francs avant la fin du mois ou même plus pour le gaz butane, alors que nous savons que le gaz, c'est ici au Niger. On a le gaz ici. Donc, pourquoi ne pas laisser les gens profiter du gaz? Et moi, je me dis que même 3 750, c'est cher aussi. Mais on ne peut que faire avec ça. Et vraiment, je salue l'initiative donc, de ces autorités. Merci. Parce qu'on avait tellement voulu que ça soit depuis des années. Mais bon, ça vient à un moment... Vaut mieux tard que jamais. Oui. Garé Amadou, depuis l'annonce de cette décision, plusieurs distributeurs ont arrêté de vendre ce combustible en guise de mécontentement. Que peut faire le régulateur de ce secteur pour arriver à assurer la disponibilité de ce gaz au prix fixé par l'État à tous les consommateurs nigériens? Mais Michel, on est dans quel pays? Mais c'est-à-dire que des gens ont passé tout le temps en train de gruger les gens à nous vendre le gaz à des prix. D'abord, on te le vend, on ne te donne même pas un reçu. Oui, tu n'as même pas le droit de demander un reçu. Tu demandes, il y a un reçu, on dit non, il n'y a pas de reçu. On te vend ça tellement ils méprisent les consommateurs. 5 000 francs, un truc qui a 3 750, tout le monde le sait. Non. Maintenant, on dit non. Et vous savez, l'autorité de régulation du secteur de l'énergie a fait plusieurs réunions avec les vendeurs, la société civile et tous ceux qui rentrent dans le circuit, l'association, tous ceux qui rentrent. C'est plusieurs réunions, à l'issue de plusieurs réunions qu'on a arrêté le système de confectionner les plaques. C'est l'autorité qui prend en charge la confection des plaques, qui va partir les poser au niveau des distributeurs et des vendeurs. Avec les prix affichés, comme ça, on va pas t'escroquer. Et des gens qui reviennent, qui nous disent que non, eux, ils vont en grève, ils ne sont pas contents. Il faut qu'on les laisse, ils vont nous manger, c'est ça? Ils vont nous vendre au prix qu'ils veulent? C'est ça qu'ils veulent? Ils veulent l'anarchie? Mais ça veut dire quoi ça? Certains expliquent en fait qu'ils sont obligés de parcourir de longues distances pour aller se ravitailler. Mais écoutez, attendez s'il vous plaît. Si tu fais un commerce, c'est que ça te rapporte. Si ça ne marche pas, tu laisses tomber. L'autorité a dit voilà les prix. On sait très bien combien il achète au niveau de l'usine. On le sait très bien.
Au niveau de la Soraz, là, on sait combien on vend le gaz. Et là où ils vont pour prendre, là, on sait combien. Ils vont nous dire que non, ils mettent des distances. Mais est-ce que ça, c'est une explication? C'est ça qu'ils vont lui servir? C'est pour ça qu'ils rentrent en grève pour empêcher aux gens d'avoir... Ils pensent... Moi, j'ai dit, face à la grève de ces vendeurs de gaz-là, l'autorité doit créer des structures publiques. Des structures publiques de vente de gaz. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas laisser ça entre les mains des privés. Ce qu'on voit Ça là. ne doit pas être une activité Non, exercée comme ça dans l'informel. Mais c'est une catastrophe ce qu'on constate là. Grève. Ils savent que maintenant à Niamey là, pratiquement sur 10 foyers, les 8 utilisent du gaz, ils font grève. Mais ça c'est criminel ce qu'ils sont en train de faire. J'ai dit, et je le répète, l'autorité doit mettre en place des structures publiques de vente de gaz. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que comme on fait pour les kiosques de Orange et tout ça là, l'autorité doit prendre en charge la création des structures publiques. Je le dis parce que je sais qu'ils sont en train de nous regarder. Des structures qui vont gérer la vente des gaz. Les privés peuvent faire ce qu'ils veulent. Ceux qui vont rentrer, comment on appelle, ceux qui vont défier l'autorité, eh bien des sanctions sont prévues. Qu'on leur applique la sanction. Les lieux publics, nous on peut partir acheter là où on sait que ça appartient à l'État, eh bien nous on va aller s'approvisionner. C'est très simple. On ne peut pas laisser les gens nous faire du chantage comme ça, faire du chantage aux consommateurs. Parce que tout simplement, on a fixé les prix. On sait au début que c'était les prix normaux auxquels on vendait ça. Bien sûr. Brusquement, ils ont changé ça. Et en plus, ici, on te vend ça à 4 500 francs. Là, on te vend ça à 5 000. Tu vas reconnaître, le gars va te dire 6 000. Mais ça veut dire quoi ce désordre-là? On va laisser ce désordre s'implanter. Et non seulement nous, on prend des mesures, après vous avoir concerté, après plusieurs réunions au cours desquelles vous avez accepté. Non. Maintenant, vous ressortez, vous faites des grincements dedans. Et vous dites que vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord? D'accord, ok. Eh bien, l'État va créer des structures. J'ai dit bien, des structures publiques de vente de gaz. C'est votre souhait. En tout cas, c'est une idée que j'aimais. Hussein Issa, il a expliqué en fait justement le fait que c'est dans l'informel que cette activité est exercée. Disons, c'est souvent des entreprises privées. Ce n'est pas comme les stations d'essence où vous avez l'obligation de faire une demande d'autorisation. Avec tout ça, comment faire pour que l'État arrive à mettre fin à toutes les spéculations sur les prix du gaz butane et que les prix fixés par l'État soient respectés par tout le monde? Moi, j'ai dit, ça n'a que trop duré. Ça fait longtemps que cette situation perdure. Ou voilà les prix officiels qui ont été fixés depuis. Mais comme il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de sanction, les gens, du jour au lendemain, on fait une pénurie, le gaz revient, on dit, ah bon, le prix est passé de 2000 francs à 2500. Ensuite, il y a une autre pénurie qui intervient, on dit, ça passe à 4500. Ça apprend d'où à laisser. L'État était où? Alors, était où? Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il y a des secteurs dans lesquels l'État doit intervenir pour réguler. Parce que tant qu'il n'y a pas de régulation, les pauvres vont souffrir. Les pauvres n'auront pas accès à certains services. Il faut que l'État soit là par rapport à des secteurs bien précis. Regardez, quand le mois de juin arrive, les cartons de ceux qui se retrouvent, qui se vendent à machin, comme je ne sais pas moi, subitement, du jour au lendemain. Alors, pourquoi? Pourquoi? Si l'État faisait ce travail, parce que moi je suis de ceux qui pensent que l'État ne doit pas être à l'écart totalement de tout ce qui est accès aux biens de consommation courante, l'État doit regarder ce qui est en train de se passer, fixer ses prix. Celui qui est d'accord, il peut exercer. Celui qui n'est pas d'accord, il peut aller faire autre chose. Il n'y a pas à dire non, on ne peut pas s'y mixer dedans. Mais c'est les pauvres qui en souffrent. C'est nous autres qui en souffrons. Pourquoi on doit continuer à regarder des gens imposer leur dictat? Moi, je considère que c'est une bonne chose. Ce n'est pas simplement le gaz. Aujourd'hui, ceux qui ne sont pas d'accord, qui veulent observer des crimes, ils n'ont qu'à s'en aller. Est-ce qu'on a dit à quelqu'un de vendre le gaz? C'est obligé. On produit le gaz ici au Niger. On dit, bon, voilà les prix. Maintenant, si tu sens que tu ne trouves pas ton compte en faisant ce commerce-là, vas-y, fais autre chose. C'est ton affaire. Dans tous les cas, que l'État crée les conditions pour que les citoyens puissent accéder à tout moment en mettant en place peut-être je sais pas moi, un système de distribution. Comme ça a été dit par Garé. Mais bien sûr, c'est important. Parce qu'il y a des zones quand même qui sont difficiles d'accès. Mais quelle zone difficile d'accès? C'est quoi difficile d'accès? Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Il faut arrêter ça. Les gens souffrent. Et dans tous les secteurs. Regarde, c'est comme le riz.
On vend ça à 7, 8 000, 10 000 francs ici. Tu vas aller quelque part, on va te dire c'est 11 000, 12 000. Voilà. Mais alors, pourquoi? Est-ce qu'on ne peut pas mettre fin à ça? C'est ça, moi, je pense. Parce que l'État ne peut pas se désengager de tout. Le secteur libéral, d'accord, on a libéralisé, mais il faut que l'État ait un œil regardant par rapport au comportement des commerçants. Parce que, regarde, combien d'années ça dure qu'on achète la bouteille de 6 kilos, combien de kilomètres? À 2500. L'autre bouteille... 6 kilogrammes. Alors, 6 kilos à 2500. Les bouteilles moyennes là. Ça a duré combien de temps? Regarde comment les gens se sont enrichis. Alors que ils vont acheter ça, eux là-bas, quand on vient leur fournir ça, eux ils achètent ça à 1250. Ils ont ça à 1250. Mais qu'est-ce que ça coûte de trouver juste un peu? Ça coûte quoi? Et avoir plus de clients même. Mais quel plus de clients? Non, ça dit s'ils vendent au prix fixé par l'État, ça motive plus les citoyens à s'intéresser d'ailleurs. Non, les gens sont allés au gaz. Les gens sont allés au gaz. Ce n'est pas parce qu'ils sont nécessairement tenus. C'est parce qu'il n'y a plus de bois. Merci. Parlons maintenant de ce rendez-vous du mercredi dernier avec le Premier ministre. La rencontre était appelée Grande rencontre citoyenne. Elle s'est déroulée entre le Premier ministre Brigitte Raffini, représentant du président de la République, et la jeunesse. L'événement, tel qu'annoncé par le ministre en charge de la Renaissance culturelle, devait avoir pour principal objectif de permettre au président de la République d'échanger et de partager avec la jeunesse nigérienne son expérience de leader. Maimoun Diado, êtes-vous étonné par le fait que le président de la République n'a pas pu répondre présent à ce rendez-vous? Bon, j'ai été étonné. Mais vu donc son agenda, qui était un agenda aussi coincé, donc vraiment j'ai été étonné, mais je pensais que les organisateurs auraient dû peut-être décaler ça, ne serait-ce que d'une journée, pour permettre à tous ces enfants-là, cette jeunesse-là qui a fait le déplacement de par les 8 régions du pays, au moins d'avoir l'opportunité de voir le président de la République devant eux. C'est vrai, il y avait au moins 20 jeunes par région, ce qui par donne région. Au moins 160 jeunes. Parce qu'ils avaient l'espoir. Ces jeunes avaient l'espoir de rencontrer le président de la République, de voir vis-à-vis le président de la République et de voir également le président de la République étaler son leadership, leur expliquer en fait comment est-ce que lui, il a pu parcourir tout ce chemin pour être aujourd'hui à la place où il est actuellement. Donc, je me dis que c'est un peu... Je ne sais pas comment est-ce que je peux expliquer ça, mais vraiment, si je me mets à la place aujourd'hui d'un jeune qui a fait le déplacement de Difa pour venir ici, à Niamey, je ne serais pas du tout content. Je ne serais pas content. C'est vrai que le président de la République n'était pas à Niamey. Oui, il était plutôt dans la région de Dosso et le calendrier était chargé, comme vous le dites. Mais c'est quand même une occasion, peut-être, à ces organisateurs de décaler d'une seule journée pour permettre que ces enfants ne repartent pas dans leurs différentes localités sans pouvoir, il faut je sais pas, sans pouvoir discuter avec le président de la République. Parce qu'on ne voit le président de la République qu'à travers les écrans, à travers peut-être, on entend sa voix à la radio, pour d'autres qui n'ont pas accès à tout ça. Aujourd'hui, c'est vraiment un grand événement, ça devrait être un grand événement pour la jeunesse nigérienne. Un grand événement de rassemblement autour donc de la jeunesse nigérienne. C'était ça l'objectif. Selon vous, qu'est-ce qu'une telle rencontre pourrait apporter à la jeunesse nigérienne? C'est quoi la finalité? Tu as dit qu'il a rencontré, c'est le Premier ministre qui a rencontré. C'est quoi la finalité, c'est quoi? De quoi la jeunesse a-t-elle besoin dans ce pays? Ce matin, seulement j'ai écouté, il y a une émission que je ne rate jamais, Opinion plurielle. La voix du Sahel a porté sur ça. Où les gens ont été très clairs. Cette jeunesse-là, c'est bien beau de dire la jeunesse est des ouvriers, ceci, cela. C'est bien beau de rencontrer la jeunesse, faire venir. Ça va servir. La finalité, c'est quoi? La jeunesse a besoin d'une éducation de qualité.
après l'éducation de qualité, la jeunesse a besoin d'emploi. Aujourd'hui, des gens grabataires, ils s'accrochent. Ils ont fini, hein, ils sont à la retraite, ils signent des contrats. Mais est-ce que cette jeunesse n'a pas également besoin d'être motivée? Motivée par quoi? La jeunesse des œuvres, motivée par quoi? Motivée par quoi? Il faut motiver, mais quand on veut motiver, c'est qu'on crée les conditions pour que cette jeunesse puisse accéder à l'emploi. Je vais te prendre juste deux exemples. Deux exemples de sociétés qui ont été fermées, qui embauchaient beaucoup de jeunes gens. Je te prends le cas de la Branigère. Je te prends le cas de l'Enitex. Quand tu vois, c'est les jeunes gens de quartier qui sont là, qui travaillent. SPCN, on les a mis au chômage en fermant ces sociétés-là. Qu'est-ce que tu veux que le jeune qui a commencé déjà à percevoir un revenu, il se retrouve du jour au lendemain? Il va aller faire quoi? Il va aller voler? Ils ne veulent pas travailler. Il va travailler, il va se donner un travail. Si les opportunités ne lui sont pas offertes, voilà les véritables problèmes dans ce pays. Et c'est que les gens oublient. Parce que quand on parle, dès qu'on dit travail, on pense à l'État. Ce n'est pas l'État seul qui peut donner du travail. Il faut créer des conditions pour que les gens qui ont les ressources puissent créer des entreprises capables d'embaucher le maximum de jeunes. C'est comme ça que toutes les sociétés se sont développées. Il ne faut pas se faire d'illusions. En Occident, c'est comme ça qu'ils se sont développés. C'est à travers les industries, les sociétés, les entreprises familiales, souvent. C'est des entreprises familiales. C'est dans ça, les jeunes, parce qu'on te crée une ouverture. Et toi, en tant que jeune, tu rentres dedans, tu peux prospérer dedans, tu peux aussi créer une entreprise. C'est l'un des objectifs de la rencontre qui a annoncé, parce qu'il a été dit qu'il faut encourager les jeunes à créer des entreprises. Mais avec quoi? Avec quoi? Aujourd'hui, tu vas à la banque là. Tu vas à la banque. Tu as besoin d'un prêt. On va te dire, tu as quoi? C'est quoi tu as? Quelle garantie? Quelle garantie tu offres pour que la banque te donne 20 millions? Il faut aller trouver un terrain, un champ ou quelque chose comme ça. On évalue. Même si tu es doté de les poches vides là, tu as l'intelligence de tout ce beau du monde, tu peux faire quoi? Je te pose la question. Tu peux faire quoi? Il faut tout le temps des ressources. Il faut au moins un minimum de ressources pour commencer quelque chose. Ah, l'intelligence. L'intelligence seulement, ça suffit. Ça suffit. Ceux qui ont l'argent, ils thésaurisent. Ils ne créent pas des emplois. Parce que moi, souvent, quand on me dit il y a des milliardaires, je dis mais ce n'est pas des milliardaires. Que doivent faire ces jeunes alors, Hussein Issa? Ils doivent faire quoi? Ils doivent aller voler. Non, je te pose la question. Tu n'as rien. Ton bagage est là, mais tu n'as rien. Tu n'as pas un début. Il n'y a personne qui te croit en toi. Tu as été à l'école, tu as été à l'université, tu as eu une formation excellente. Si tu n'as pas de quoi démarrer là, tu peux faire quoi? Ou quand tu commences, on te met les bâtons dans les roues. Gary Amadou, quels sont les vrais besoins des jeunes nigériens en termes de leadership et que faut-il faire pour qu'ils puissent pleinement être au cœur du développement socio-culturel de leur pays? Oui, je pense que les jeunes ont besoin qu'on leur donne des exemples. Je pense que cette rencontre qui aurait dû avoir lieu avec le président de la République était extrêmement importante. C'est vrai que le Premier ministre aussi, c'est pas n'importe qui, n'est-ce pas? C'est une personnalité respectée par les jeunes aussi, qui voulaient le voir, mais ils auraient préféré, c'est vrai, voir le président, et puis que le président puisse leur expliquer, les motiver à construire leur avenir. Est-ce que vous comprenez? Leur expliquer que c'est pas parce qu'on est issu d'une famille pauvre qu'on va penser que non, parce que le président est issu d'une famille pauvre, il n'était pas riche. Vous comprenez? Donc, leur expliquer que la vie, c'est un cheminement et il faut se construire. Je pense que les organisateurs ont fauté à partir du moment où la rencontre avec le président de la République n'a pas eu lieu. Il fallait tout simplement être proactif et aller, et comment on appelle ça là, innover en programmant une sorte de rencontre, même si c'est à la présidence de la République, une sorte de déjeuner avec tous ces jeunes-là qui sont actuellement certainement à Niamey. Ces jeunes qui, oui, c'est bien, on peut organiser un déjeuner à la présidence autour du président de la République, où cette fois-ci, maintenant, le président sera là et il va échanger avec ces jeunes-là et ça sera à bâton rompu et ça peut se rattraper. Ces jeunes ont besoin de quoi à l'heure actuelle? Qu'est-ce qu'il leur faut selon vous? C'est d'abord la motivation. Et je crois que cette rencontre-là avec le président de la République devait servir en tout cas à motiver ceux qui sont là pour que quand ils retournent au niveau de leur région, qu'ils puissent remotiver d'autres personnes. C'est un travail en chaîne. Est-ce que vous comprenez? Ces 20 là,
c'est vers là quand ils vont retourner, ils vont aussi essayer de sensibiliser les autres. Donc c'était ça le but. Et je pense que c'est bon de motiver les jeunes parce qu'aujourd'hui on est dans une ère de l'informatique où on parle du e-commerce, on parle du e-entrepreneuriat, c'est-à-dire l'innovation technologique. Peut-être que le président pouvait le dire, il faut embrasser l'innovation technologique et essayer de vous construire parce que l'innovation technologique pour quelqu'un qui n'a pas de moyens, c'est ça l'inquiétude de Hussein Issa? C'est pas que c'est une... D'abord, avant de faire toute chose, toute entreprise humaine, Michel, à la base, c'est d'abord la motivation. Si tu n'as pas la motivation là, même si tu as 1 milliard, tu ne fais rien. C'était ça le but. Merci. Terminons ce forum de la presse. Il ne nous reste qu'une poignée de minutes, Hussein Issa. Je vais juste dire à l'impossible d'une ne tenue. Merci beaucoup. C'est un adage bien connu. À l'impossible. Regarde dans les concours, souvent quand on ouvre des postes, on dit non, expérience 5 ans. Quelqu'un qui a fini. Il y a un nouveau slogan, c'est « Impossible n'est pas nigérien ». Terminons ce forum de la presse avec notre dernier sujet. Il s'agit de la situation sociopolitique actuelle en Côte d'Ivoire où l'opposition politique proteste vigoureusement contre l'annonce mardi dernier de la réélection d'Alassane Ouattara avec plus de 94% des suffrages selon les résultats provisoires annoncés par la commission électorale. Cette opposition politique ivoirienne a d'ailleurs décidé de la création d'un conseil national de transition dirigé par l'ancien président de la République, Henri Konan Bédié, un bras de fer qui se durcit de jour en jour avec l'encerclement par les forces de l'ordre des résidences de plusieurs opposants qui disent ne pas reconnaître la réélection d'Alassane Ouattara pour un 3e mandat. Bien qu'il n'y a pas encore de chiffres officiels exacts sur le nombre de morts causés par ces violences électorales, l'AFP les estime à au moins 13 morts depuis le scrutin présidentiel du 31 octobre et à une quarantaine depuis le mois d'août selon son décompte. Garamodou, que fallait-il faire pour épargner la Côte d'Ivoire de cette impasse politique? Moi, je pense que ce qu'il fallait faire, d'abord pour le président Ouattara, il ne fallait pas qu'il se représente pour un 3e mandat. Maintenant, il l'a fait. Le comportement de l'opposition maintenant. Ils ont dit boycott actif. C'est-à-dire, on dépose nos candidatures, mais on appelle nos gens à ne pas partir voter. Mais quelle aberration! Mais quelle grossière aberration! Mais alors, il ne fallait même pas déposer vos dossiers. Si c'était pour assister à ce spectacle-là où vous appelez vos gens à ne pas partir voter, mais vous êtes parti déposer le boycott n'est pas la solution, c'est quoi alors? Non, ce n'est pas la solution. La preuve que ce n'est pas la solution. Non, c'est compris, ce n'est pas la solution. Qu'est-ce qu'il fallait alors? Non, je vais vous dire même pourquoi. Parce que nous sommes pratiquement vers la fin de cette émission. Les États-Unis prennent acte. La France prend acte. L'Union européenne prend acte. Mais c'est terminé. Ce qu'il fallait faire tout simplement, c'est ce que Laurent Gbagbo avait dit. La veille des élections, il avait dit discuter. Il dit, devant l'histoire, face au danger auquel fait face mon peuple, je ne peux pas me taire. Il faut que je parle. Parce qu'il voit l'incitation à la haine et à la violence. Il dit, c'est pas bon. Il dit discuter. Il ne parle pas à Alassane Ouattara et à son camp. Hein. Non, il parle en fait à l'opposition de changer de démarche. Cette démarche-là, elle n'est pas constructive et elle ne portera que quelque chose de mauvais. C'est Gbagbo qui parle. Hussein Issa, que doit faire actuellement la communauté internationale et que doivent faire également les citoyens ivoiriens pour un retour définitif de la paix en Côte d'Ivoire? C'est quoi la communauté internationale? C'est comme au niveau de la Guinée-Conakry. Ils ont vu venir. Ils pouvaient dire non, on n'est pas d'accord avec toi, tu ne peux pas te présenter pour un 3e mandat. Tu ne peux pas modifier la constitution de ton pays pour rester au pouvoir. On sait comment les choses se passent en Afrique. C'est pas la démocratie. Qu'est-ce qu'il faut faire alors maintenant que... C'est quoi il faut faire? C'est quoi? C'est un bruit, 2 jours. Les gens vont se mettre à contester. En Côte d'Ivoire, ce qui est en train de se passer, les gens vont se taire. Dans 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines de contestation, au bout de 3 semaines, 1 mois, les gens vont se taire. Le conseil de transition va disparaître. Le conseil de transition, s'il te plaît. S'il te plaît, quand tu acceptes que des organisations tropicalisées se déroulent chez toi, une fois que les gens vont... La communauté internationale était où quand on tuait les gens? Est-ce qu'on a besoin de tuer? Aux États-Unis, on est en train de faire des élections. Tu as entendu, on a tué quelqu'un? Dans le cadre de ces élections-là qui se déroulent actuellement, dont on attend les résultats,
Ouais. Tu as entendu qu'on a tué quelqu'un? Pour pouvoir accéder, on accepte, il ferme les yeux. Alors que c'est dans plusieurs États. Maïmouna Diado, un mot par rapport à cette situation. Ces gens. Bon, la situation, elle est là. Maintenant, ce qu'il faut prier que la Côte d'Ivoire ne revienne pas, en tout cas, comme les années 2010. C'est vrai, 2010, 2011, il y a eu environ 3000 morts. Voilà, nous ne souhaitons pas ça pour la Côte d'Ivoire. Personne ne souhaite ça pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, ce sont les Ivoiriens, ils n'ont qu'à s'asseoir, discuter entre eux. Il leur faut le dialogue. Pour éviter ce bain de sang. Merci beaucoup. Pas de bain de sang en Côte d'Ivoire. Nous sommes au terme de ce forum de la presse du studio Kalangu. Nous étions en compagnie de Gary Amadou, journaliste au quotidien La Nation, Hussein Issa, journaliste indépendant, et Maïmouna Diado, elle est également journaliste indépendante. Merci à vous, chers confrères, d'avoir participé à ce forum de la presse du studio Kalangu. À la modération, vous avez Michel Deji, à la régie son, Abdulkader Chombiano, à la réalisation vidéo, Ayouba Mustafa. Merci à vous également, chers auditeurs et téléspectateurs des radios et télévisions partenaires du studio Kalangu, de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et au revoir.